Mesdames et messieurs les présidents de section ANM-ONM de France et du Québec, chers compagnons, chers amis d'Auvergne, Québec et de France-Québec, chers amis québécois, chers amis. Cette conférence, donc, c'est pour célébrer le 80e anniversaire de la libération de la Normandie, à laquelle les soldats québécois ont contribué. Donc, le 80e anniversaire de la libération de la Normandie, à laquelle les soldats québécois ont contribué. La première visite du général de Gaulle au Québec le 12 juillet 1944 et ses 10 visites en Auvergne de 1915 jusqu'à sa présidence. Roger Barrette, historien et compagnon, membre de la commission de la mémoire franco-québécoise en visioconférence depuis Québec, évoquera été 44 la première visite de Gaulle au Québec et la contribution des régiments québécois en Normandie. Et Olivier Paradis, historien et compagnon, interviendra en deuxième partie sur de Gaulle en Auvergne. Eh bien, voilà, je vais donner maintenant la parole à Roger pour qu'il puisse démarrer. Ah, c'est ce qu'on À attendait, toi, en gros. Roger. Merci. Merci beaucoup. Si vous me permettez, je vais suggérer que les participants en visioconférence ferment leur micro parce qu'aussitôt que vous avez fait un son, ça, c'est ce c'est ce qui prend la majeure. Alors, voilà. Pendant que vous fermez vos micros, moi, je vais essayer de partager mon écran. Alors, c'est sûr qu'on va parler principalement de l'été 44. Euh, mais au préalable, je voudrais vous présenter quelques événements qui sont survenus entre 40 et 43 et qui permettent de comprendre ce qui se passe en 44. Alors, évidemment, c'est le 18 juin que nous célébrons aujourd'hui, 80e anniversaire, qui est le déclencheur de tout, à la fois dans les relations entre De Gaulle et le Québec et aussi la, la, la participation québécoise, des régiments québécois notamment. Alors, vous voyez ici, évidemment, l'original de Gaulle, comment il écrivait, et c'est moi, général de Gaulle. Donc, c'est avec ça qu'il a pu faire son célèbre discours du 18 juin 40. Alors, 15 jours, presque 2, 3 semaines plus tard, un événement majeur survient. C'est celui de l'attaque par les Anglais de la flotte française qui est qui est en mer El-Kibir. C'est un événement qui est militaire majeur parce que les Anglais craignent, malgré l'armistice signé avec Pétain, que tôt ou tard, les Allemands vont mettre la main sur la flotte qui est à Toulon et l'autre partie qui est en Algérie d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que il se présente là, donnant 6 heures à la marine française de suivre les navires anglais, ou bien qu'ils risquent d'être coulés. Et c'est ce qui, puisqu'ils refusent de se joindre aux Anglais, eh bien, ils sont coulés, pas tous, mais avec cependant euh, euh, une perte énorme de près de 1300 marins qui perdent la vie à ce moment-là. Vous imaginez que quand De Gaulle, et évidemment, De Gaulle n'avait pas été prévenu de cela. Alors, quand De Gaulle apprend cela, il est atterré, lui qui vient de se joindre aux Anglais pour pouvoir mener la guerre. Et là, cette attaque-là lui coupe le souffle. Et il se demande d'ailleurs Ouais. s'il s'il va pouvoir recruter des Français suite à cet événement-là, ce drame-là. Alors, c'est comme cela que et Churchill est bien sensible au fait que le général de Gaulle pourrait être vraiment plus qu'attristé de cet événement-là. Et donc, il envoie son représentant personnel, que vous voyez ici sur la photo, là, Edward Spear, qui fait le lien entre Churchill et de Gaulle. Alors, Spear, ce qui est intéressant, c'est qu'il note dans son journal ses conversations. Et c'est une conversation qui touche justement, et je vous cite son journal. Son calme était frappant. Ça se passe dans l'après-midi du 3 juillet. Son objectivité étonnante. Il avait visiblement beaucoup réfléchi en quelques heures.
Ce que nous avions fait, me dit-il, était sans doute inévitable de notre point de vue. Oui, c'était inévitable. Mais quant à lui, il devait décider s'il allait continuer de collaborer avec nous ou s'il quitterait la scène pour se retirer au Canada français comme un simple citoyen. Il n'avait pas encore arrêté sa décision, mais il le ferait avant le lendemain matin. Là-dessus, j'allais informer le premier ministre de la magnifique dignité. Bon, vous voyez qu'ici, un fait marquant, si De Gaulle cesse de continuer à faire le combat avec la guerre, où est-ce qu'il se réfugie? Où est-ce qu'il s'en va? Évidemment, il ne peut pas retourner en France, mais il y aurait l'Espagne, il y aurait les États-Unis, il aurait pu rester simplement à Londres. Non, vous voyez, il décidait, s'il se retire de la guerre, eh bien, c'est ici en Amérique, au Québec, qu'il a l'intention d'immigrer. Alors, c'est quand même un élément, me semble-t-il, majeur. Et ce qui m'a amené, comment ça se fait? Pourquoi De Gaulle connaissait-il tant les Canadiens français qu'on appelle depuis les années 60 Québécois? Ben, et ça m'a chicoté. Et j'ai voulu euh, trouver des sources de ça. Et j'ai trouvé la réponse, je pense, à la connaissance que De Gaulle avait depuis très longtemps des Canadiens français. J'ai trouvé ça dans sa bibliothèque. Voici une photo que j'ai prise dans sa bibliothèque. C'est là qu'il y avait, dans sa bibliothèque autour de son bureau, vous voyez que c'est son bureau, eh bien, là, il conservait ses documents les plus précieux. Eh bien, j'y ai trouvé plusieurs livres québécois, dont le premier commence en 1911. Il avait 21 ans. Il a acheté la biographie du maréchal Montcalm et il a cumulé comme ça pendant toutes les années, toutes les décennies, plusieurs livres qu'il a lus, mais plus que lus, conservés. Et comme vous voyez ici, une partie a été réunie sous une forme d'une collection. Et donc, vous voyez l'importance que De Gaulle attachait à la connaissance du Québec, à la connaissance des Canadiens français, de leur histoire, et aussi l'histoire notamment du 22e régiment que j'ai trouvé aussi dans son bureau. Donc, je pense que c'est comme ça il s'est alimenté, il a une curiosité, il a conservé ses livres. Alors, la photo que je vous ai montrée, c'est les livres exactement où il était parce que sa veuve n'a pas rien touché dans son bureau. Donc, quand on entre dans son bureau, c'est exactement comme le moment où il est mort, dans le fond. Donc, voilà, c'est ce que je voulais attirer votre attention sur l'attachement que De Gaulle avait au Québec, là, qui remonte très loin. Autre élément majeur, on a parlé du 18 juin à bon droit, mais pour les Québécois et les Canadiens français, il y a un événement très important qui survient le 1er août. Le 1er août, c'est De Gaulle qui fait un appel au secours aux Canadiens français. Et puis, je voudrais vous en faire entendre quelques extraits. Nous vous invitons maintenant à écouter le général Charles de Gaulle qui parlera de Londres. Designed especially for French-Canadian listeners. The speaker tonight is General de Gaulle. Nous inaugurons ce soir une nouvelle série de causeries intitulée Les Voix françaises. Chaque jeudi soir, à cette heure-ci, vous entendrez une voix de la France intellectuelle et libre, connue du monde entier et qu'il faut perpétuer. Voici le général de Gaulle. Canadiens français, si loin que vous soyez de moi, je n'éprouve aucun embarras à vous parler. Car je veux vous parler de la France. Dominique, s'il vous plaît. Personne au monde ne peut comprendre la chose française mieux que les Canadiens français. Je ne vous énumérerai pas nos erreurs militaires, morales, nationales. Le soldat, le catholique, le français qui vous parle les connaît et les reconnaît. L'âme de la France cherche et appelle votre secours
le vôtre, Canadiens français. Votre secours, elle le cherche et l'appelle parce qu'elle sait qui vous êtes. Enfin, l'âme de la France cherche et appelle votre secours parce qu'elle trouve dans votre exemple de quoi ranimer son espérance en l'avenir, puisque par vous, un rameau de la vieille souche française est devenu un arbre magnifique. La France après ses grandes douleurs, la France après la grande victoire, saura vouloir et saura croire. Canadiens français, recevez le salut confiant d'un soldat français à qui, pour l'instant, incombe le grand devoir de parler seul au nom de la France. Alors, évidemment, cet appel-là au secours a été relayé par tous les journaux et quotidiens dans toutes les villes québécoises. Ici, vous avez celui de la presse à Montréal. Mais De Gaulle ne fait pas juste lancer un appel comme ça, comme une bouteille à la mer. Non, De Gaulle, il va s'assurer de faire un suivi. Voyez-vous, 15 jours plus tard, il écrit à Montréal, à son correspondant, qui dit, je vous demanderai de me dire si on entend les émissions de Londres, comment on les apprécie, et en particulier si le discours du 1er août aux Canadiens français a été satisfaisant. Alors, il cherche donc de la rétroaction pour ajuster le tir face au public canadien-français. Eh bien, son appel est entendu et vous avez Marc Simard ici qui entend l'appel et qui donc va lancer l'idée de créer un comité de soutien et c'est ce qui va se faire. C'est ici à Québec que va être constitué le premier comité de la France libre en Amérique qui va compter jusqu'à 1800 membres pendant la guerre. Et les Simard, mari et femme, vont justement créer 80 autres comités de la France libre au Québec et aussi dans un certain nombre d'endroits aussi ailleurs au Canada. Alors, De Gaulle fait donc recherche de la rétroaction, mais il envoie aussi un délégué. Il va envoyer Élisabeth de Méribel, dont certains d'entre vous ont sûrement déjà entendu parler. Et ça, dès le mois de septembre, il l'envoie à Montréal. Donc, vous voyez la photo. Qui est-ce, Élisabeth de Méribel? Eh bien, c'est quelqu'un qui est né en 1915, qui est d'une famille militaire et de grande aristocratie. Et puis, c'est une diplomate. Et elle s'est portée volontaire pour être à Londres. Et elle est affectée à Londres en juin 40. Et c'est ce qui fait que, via l'intermédiaire de la demande de l'adjoint de Gaulle, eh bien, elle va être invitée à faire du travail de secrétariat et c'est elle qui va taper le fameux appel du 18 juin dont on a vu tout à l'heure. Et en 40, donc quelques mois plus tard, De Gaulle écrit à Élisabeth de Méribel ceci: « Je lis vos rapports avec le plus vif intérêt, notamment ceux qui nous sont arrivés datés du 14 décembre. Vos discours sont excellents et j'apprécie beaucoup votre action personnelle. Le père commandant d'Argentlieu ira au Canada dans 3 jours de temps. Il vous verra et il vous consultera la première pour la mise sur pied enfin réelle de notre organisation là-bas. En avant, nous en sortirons, c'est qu'il y a quelques difficultés interpersonnelles entre les gens du comité et Élisabeth de Méribel ne réussit pas à faire l'arbitrage adéquat. C'est pour ça que De Gaulle va envoyer Georges Thierry d'Argentlieu, qui est un de ses ministres, qui est membre du Conseil de l'Empire, et puis qui, juste avant de quitter pour venir à Québec, eh bien, va être fait le premier membre de l'Ordre de la Libération, et De Gaulle va le nommer aussi chancelier, et c'est d'Argentlieu qui est chancelier jusqu'en 1958 de l'Ordre national de la Libération. Alors, vous voyez que c'est un personnage important et c'est comme ça que, évidemment, les journaux vont beaucoup parler. Vous voyez ici des photos publiées à son arrivée à Québec, à la gare.
ici des photos aussi d'Argent-Lieu à Montréal. Il fait évidemment des conférences, il donne des conférences et il reçoit les journalistes. Donc, de manière à ce que l'image de Gaulle soit favorable ici et que ça apporte du soutien. Parce qu'évidemment, il y a tout un, comme en France et comme ailleurs aussi, aux États-Unis, il y a un courant qui est pro-Pétain et un autre qui est pro-De Gaulle. Et ici, donc, c'est des démarches qui visent justement à resserrer les liens et à donner la meilleure image de l'action de Gaulle. Et vous avez une photo très intéressante ici, qui est de gauche à droite, vous avez Élisabeth de Miribel. À ses côtés, vous avez Alain Savary. Alain Savary, les Français le connaissent sans doute très bien parce que c'est lui qui a été ministre de l'Éducation nationale dans le gouvernement Mitterrand. Vous avez au centre, évidemment, Thierry Dalgenlieu. À côté de lui, c'est le docteur André Simard, qui est l'époux de celle qui est complètement à droite, et donc qui est qui est Marthe Simard. Entre les deux, eh bien, la jeune femme qui est là, c'est la fille de Marthe Simard d'un premier mariage. Alors, donc, c'est l'effort d'Argent-Lieu a du succès. Vous voyez ici le premier ministre du Québec, les ministres ont fait un banquet spécial pour honorer la visite d'Argent-Lieu. Et donc, on s'affiche nettement pour De Gaulle et non plus pétainiste. Alors, vous avez le recteur de l'Université Laval, vous avez les plus grandes personnalités politiques et économiques autour de la table. Alors, 2 ans plus tard, on trouve un autre ministre qui va venir, André Philippe, qui va venir à Québec. Lui, il est membre du commissaire de l'Intérieur du Comité national français, donc un autre ministre de Gaulle. Et il a été envoyé en mission auprès de Roosevelt pour que Roosevelt ait une meilleure attitude vis-à-vis de Gaulle et son mouvement. Il sera malheureusement, ça ne sera pas un succès à Washington, mais il va venir à Québec et il va être accueilli justement par les 2 femmes dont je viens de vous montrer la photo, Marthe Simard et Élisabeth de Miribel. Il est reçu par le premier ministre québécois Adélard Godbout le jour même. Il donne des conférences, une conférence de presse. Et vous voyez ici une photo de presse avec, ici vous avez Philippe, vous avez au centre Élisabeth de Miribel, et ici Marthe Simard, et à l'arrière, ce sont les journalistes qui ont interrogé André Philippe. On fait un petit bond à l'avant, et puis en 1943, les soldats québécois, les fusiliers Mont-Royal, s'entraînent en Angleterre. Eh bien, De Gaulle se trouve être allé en proximité, en tournée, et puis ben, il prend la peine d'aller saluer les soldats québécois du fusilier, ce que représente ici, le témoigne, la photo que vous avez devant vous. Quand il s'agit de créer une assemblée constituante, une assemblée consultative, eh bien, pour représenter les comités de la France libre en Amérique, eh bien, De Gaulle choisit une Québécoise et qu'elle va devenir d'ailleurs la première parlementaire française de l'histoire. Et il va lui dédicacer ceci à son arrivée, quand elle arrive à Alger, il lui écrit à Madame Simard, française d'élite, qui va représenter ici tant de bonnes, braves, fidèles Françaises, leur souffrance et leur espérance, respectueusement, Charles de Gaulle. Et on fait, évidemment, on s'approche du grand événement, le débarquement. Vous savez que ce débarquement-là, De Gaulle a toujours considéré, a eu beaucoup de difficultés. D'abord parce qu'on a exclu toutes les troupes françaises et on a tenu lui-même dans le secret jusqu'à la dernière minute. Alors, les seules troupes françaises francophones, c'est le commando Kiefer, 170 hommes,
et les Québécois, les soldats québécois. Alors, c'est comme ça que il y a 4 régiments d'infanterie québécoise, il y a une escadrille de bombardiers, alouettes, et il y a aussi, évidemment, des marins qui vont participer. Et un livre tout récent qui vient d'être publié de mon collègue et ami Frédéric Smith, c'est Des Québécois en Normandie, qui reprend et qui illustre très bien l'apport des Québécois à la libération de la Normandie. Pas seulement au jour J, mais aussi par la suite, en juin, juillet et août. Alors ici, je vais vous donner quelques éléments rapidement. Le régiment de la Chaudière, le régiment qui est formé d'hommes venant du sud de Québec ici et de la Beauce québécoise. Ce régiment-là débarque à 8h30 le jour J et il va libérer Courcelles-sur-Mer. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est à Courcelles-sur-Mer que quelques jours plus tard, De Gaulle va revenir, remettre le pied sur le sol français. Et c'est donc un endroit libéré par des Québécois, des soldats québécois. Et puis, le régiment va aussi poursuivre et se rendre aussi en Belgique. Un de ces soldats, Léo Major, va libérer à lui seul une ville aux Pays-Bas. C'est un phénomène assez particulier à l'intérieur de cette guerre-là. Il n'y avait pas froid aux yeux, comme on dit ici. Alors, voilà pour le régiment de Chaudière, le fusilier Mont-Royal dont j'ai parlé tout à l'heure, dans lequel De Gaulle avait rencontré les officiers en Angleterre. Eh bien, c'est un régiment formé, comme son nom l'indique, euh, par des soldats venant de la région de Montréal. Et le commandant des opérations à ce moment-là, c'était Paul Sauvé, qui va devenir premier ministre du Québec en 1959. Et on fait à souligner, c'est que c'est ce régiment-là aussi qui va battre farouchement contre les Anglais pour essayer de chasser les Anglais de ce qu'on a appelé la poche de falaise. Là. Il y a eu énormément de pertes. Alors, vous avez ici quelques images qui représentent ces soldats au travail. Le régiment de Maisonneuve, également un régiment de Montréal, lui, c'est 800 hommes commandés par le lieutenant-colonel Bisaillon. Ils vont débarquer à 10 km de Courcelles-sur-Mer. Et puis, un des membres de ce régiment-là va recevoir la croix de guerre avec étoile de la France pour sa bravoure le 8 août à Quilly. C'est ce régiment-là aussi qui va participer de manière très importante dans les libérations de Rouen le 31 août 1944. Cependant, c'est un régiment très, très éprouvé, beaucoup de pertes, notamment face aux Allemands, mais aussi par le fait que les Américains vont se tromper de cible et vont bombarder une partie des hommes de ce régiment-là. C'est donc assez triste. En appui au régiment dont je viens de parler, il y a le 4e régiment d'infanterie qui va travailler d'arrache-pied là, contre les Allemands là, de Caen dans la bataille entre Caen et Falaise. Le commandant est le brigadier Gagnon. Et quelques mots sur l'escadrille de bombardiers Alouette 425. Vous connaissez sans doute la chanson Alouette, Alouette, je te plaimerai, l'alouette, l'alouette, don, don. Ça, c'est une chanson folklorique que nous chantons ici depuis 400 ans. Eh bien, les militaires francophones qui ont voulu avoir une unité autonome, entièrement francophone, française, québécoise, eh bien, ils ont donné le nom de cette chanson-là. Alors, et vous voyez même sur le fuselage de l'avion, là, Alouette, et puis je te plaimerai, et vous voyez le nombre de missions que cet avion-là a accompli par les bombes. Ben, 14 juillet 44, excusez, c'est pas ça que je voulais faire. 14 juillet 44, voici une partie et le message qui est apporté. Hein. France combattante, donc la France de Gaulle, vous envoie par les Canadiens français de l'escadrille Alouette ce symbole de libération, donc qui est une bombe avec le drapeau tricolore. Vous voyez que tout le monde est content de pouvoir aller
bombarder les Allemands le 14 juillet 1944. Alors, vous voyez bien le lien très étroit entre la France combattante de Gaulle et la fierté des Canadiens français de l'escadrille de contribuer à chasser les Allemands du territoire français. Et ici, vous avez donc une vue de tous ces aviateurs-là. Ils ont fait 3500 sorties. Ils se sont mérités 190 médailles pour leur action. Il y a eu 338 d'entre eux qui ont été tués. Et maintenant, c'est une escadrille qui est toujours en action et qui est basée dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean à Bagotville, au nord de Québec. Donc, venons-en à De Gaulle lui-même, à sa visite en 1944. Alors, l'objectif, évidemment, c'est à l'occasion de sa venue à Washington, rencontrer le président Roosevelt. Et le président Roosevelt, comme vous le savez sans doute, s'est fait énormément tirer parce qu'il n'aimait pas du tout De Gaulle. Mais face à l'accueil très, très enthousiasmaballeux, eh bien, et au rapport des services secrets américains d'Eisenhower, eh bien, il a dû se rendre à l'évidence, Roosevelt, que c'est lui le chef qui était le chef reconnu par les Français. Donc, il l'invite et il va lui souhaiter, parce que Roosevelt parlait très bien français, il lui souhaite la bienvenue en lui disant « Je suis content de vous voir ». Il s'était déjà vu d'ailleurs l'année d'avant au Maroc. Bien, c'est donc après cette visite-là, Washington, il est reçu aussi d'une manière grandiose à New York. Et après, De Gaulle consacre une journée entière. Il aurait pu retourner, comme vous avez vu tantôt, la guerre est loin de finir. Les Allemands sont extrêmement agressifs à cette période-là, en juillet jusqu'en août. Eh bien, De Gaulle décide qu'il est important de venir saluer les Canadiens français. Les journaux annoncent sa venue à pleine page. Vous en avez ici quelques exemplaires, quelques éléments. Les maisons sur son trajet entre l'aéroport et la ville, l'hôtel de ville sont pavoisés. Donc, les gens veulent exprimer leur fierté de le recevoir. Ici, vous voyez son accueil à l'aéroport de Québec. Et puis, il est donc évidemment reçu à l'hôtel de ville et chemin faisant, vous voyez, il y a une escorte de militaires et les gens applaudissent sur son passage. Et je voudrais vous faire entendre quelques extraits de son allocution à l'hôtel de ville de Québec. Monsieur le maire, messieurs les ministres, mesdames, messieurs, mon premier mot sera pour vous dire à quel point je suis ému et touché, d'abord de me trouver à Québec et ensuite d'y être reçu comme vous voulez bien m'y recevoir. Eh bien, votre sympathie, votre amitié, nous considérons que c'est un témoignage. Nous considérons que c'est le témoignage que vous autres, ici, Canadiens, donnez à la France. C'est la preuve que vous avez toujours pensé qu'elle vivrait. C'est la preuve que vous n'avez jamais douté d'elle. Eh bien, moi, je viens vous dire que vous avez eu raison. Je ne sais pas ce que l'avenir sera. La guerre n'est pas finie, la guerre n'est pas encore gagnée, mais il est bien clair qu'elle le sera. Il est bien clair aussi que la France, au fur et à mesure que les jours passent, y prend une part croissante. Il est maintenant certain que la France sera tout entière debout, à côté de ses alliés, à côté de ses amis, parmi ceux qui seront les vainqueurs. Il est bien certain que la France ensuite sera fidèle à sa destinée, sera fidèle à sa vocation, qui est en même temps de marcher en avant et en même temps d'être fidèle à ses grandes traditions spirituelles et morales. Voilà ce que je suis venu vous dire bien simplement. En terminant, je vous
répéterai à quel point votre accueil m'a touché. Je le dirai un jour ou l'autre, je le dis déjà, pour que tous les Français m'entendent. Je remercie Québec. Et avec vous tous, s'il vous plaît, je dis vive le Canada français, vive la France. Et ici, vous avez une photo à sa sortie de l'Hôtel de Ville. Alors, à gauche, c'est le maire de Québec, Lucien Laborde. Et puis, à droite, c'est André Simard, là, du comité de la France libre, le mari de Marthe Simard, chirurgien. Alors, évidemment, les journaux donnent beaucoup de détails et font grand état de cette visite. Et puis, lui-même, dans ses mémoires de guerre, il est intéressant de voir qu'est-ce qu'il retient. Il dit d'abord, me rendant à la ville visite à la ville de Québec, je m'y sens comme submergé par une vague de fierté française, bientôt recouverte par celle d'une douleur inconsolée, toutes les deux venues du lointain de l'histoire. Alors, la douleur inconsolée, hein, la fierté française, c'est qu'ici, 400 ans après, on parle encore français et on y tient. Et la douleur inconsolée, c'est le traité de Paris de 1763 qui donnait la Nouvelle-France à l'Angleterre. Alors, pour De Gaulle, comme pour les Québécois, ce sont des événements et De Gaulle va souvent revenir là-dessus, comme quoi c'était une décision qu'il trouvait très dommage que Louis XV ait pris cette décision-là, mais la situation française à l'époque, les armées françaises obligeaient à faire des concessions très difficiles. Alors, donc, après Québec, il sera à Montréal. Dans ces 3 voyages d'ailleurs qu'il va faire, il va toujours faire De Gaulle et Québec et Montréal. Et ici, vous voyez, c'est la même chose. Donc, les journaux à pleine page lui souhaitent la bienvenue. C'est la semaine de la France parce que on est à la veille du 14 juillet. Il y a donc plusieurs manifestations qui sont organisées à Montréal. Vous le voyez ici en présence du maire de Montréal, Adélard Reynaud. Et ici, vous le voyez à l'Hôtel de Ville en train de signer le livre d'or de Montréal. Et toujours dans la même journée, il va dîner, déjeuner, comme on dit en France, déjeuner avec le premier ministre du Québec, Adélard Godbout, et un certain nombre d'autres personnalités qui les entourent. Il va faire un discours du haut de l'hôtel qui est le plus luxueux à ce moment-là à Montréal, l'hôtel Windsor. Et il y a, comme vous voyez ici, il y a un balcon. Alors, De Gaulle, son premier balcon à Montréal, eh bien, ça va se faire le 12 juillet 1944. Et donc, je voudrais vous faire entendre, vous voyez un gros plan ici, d'une foule, quand il s'adresse à la foule. Donc, je vous invite à écouter une partie de ses propos. Voilà. Mesdames et messieurs, j'ai maintenant le grand plaisir de vous présenter le général Charles de Gaulle. Mesdames, messieurs, vous tous, mes chers amis, Monsieur le maire vient de dire, Montréal est dans le monde la 2e grande ville française par sa population. Elle est aussi, en même temps, la plus grande ville du Canada. Je n'ai pas besoin de dire autre chose pour que vous compreniez quelle est mon émotion profonde de me trouver au milieu de vous et d'être accueilli par la ville de Montréal comme vous le faites, comme vous savez le faire. Ce que vous accueillez en la personne de l'homme qui vous parle, vous le sentez tous, vous le savez tous. C'est la France. Aujourd'hui, nous faisons la guerre. Vous faites la guerre, vous, Canadiens, et vous la faites bien. Moi-même, il m'a été donné de voir vos soldats
sur les champs de bataille. Et je réponds de ce que je dis. Dans la guerre, vous avez fait un grand effort, un effort qui marquera dans l'histoire de votre pays. Nous faisons la guerre, mais demain, nous ferons la paix. Nous ferons cette paix-là, ensemble, nous tous, les hommes de bonne volonté, et nous la ferons. Et nous la ferons entre amis, vous, nous et beaucoup d'autres. Mais nous la ferons, vous la ferez, avec la France. Et je terminerai en vous demandant de crier après moi, vive le Canada, vive la France! Et aussi, dans le cadre de ce discours qui est dans les extraits, là, il dit les Français aujourd'hui sont unis, unis pour la guerre, mais aussi pour la paix. Ils se souviendront toujours de ce qu'ils doivent aux Canadiens français qui, au cours des heures sombres jours, ont tenté tous les efforts pour maintenir haut le flambeau de la culture française dans le monde civilisé. Et De Gaulle, évidemment, la presse reprend ça. Hein. La France a fait le monde, on ne le refera pas sans elle. Ça, c'est un message adressé à Roosevelt, parce que Roosevelt voulait dessiner l'Europe à son goût, et sans la France, sans le point de vue de Gaulle. Alors, vous voyez qu'en 1944, De Gaulle continue à argumenter face à la pensée, à la façon de voir de Roosevelt. Et c'est donc quelques semaines plus tard que, évidemment, Paris est libéré. C'est des images que vous connaissez évidemment très bien. Et De Gaulle va se souvenir de son passage à Montréal. Je reprends ses mémoires de guerre. Il dit, je m'adresse à la foule énorme rassemblée au square Dominion et dans les rues avoisinantes. Le maire Reynaud crie à ses concitoyens, montrer au général de Gaulle que Montréal est la deuxième ville française du monde. Rien ne peut donner une idée du tonnerre des vivants qui, de tous les cœurs, monte à toutes les bouches. Et vous voyez, pour lui, le fait français, le fait important, et ça va il va rester comme ça toute sa vie, bien sensible au fait que Montréal est français et il devrait le rester. Alors, on fait un saut jusqu'en 63. Pourquoi? Parce qu'en 63, son ministre, André Malraux, quitte Paris pour venir inaugurer une exposition importante, culturelle et technique à Montréal. Eh bien, De Gaulle l'arrête et lui dit ceci. Dites-leur ceci. Au plus mauvais moment de la guerre, on m'a amené devant une fenêtre et on a dit, montrer au général De Gaulle que vous êtes la deuxième ville de France. Et à ce moment, il n'y avait en France ni de ville avec moi que dans la nuit. Alors, cette ville m'a montré qu'elle était la deuxième ville de France. Avant tout, quand vous irez là-bas, dites-le lui. Vous voyez, alors, quand il parlait il n'y avait pas de ville avec lui que dans la nuit, ben c'était encore les Allemands qui occupaient la France et le gouvernement de Pétain. Donc, c'était dans la nuit que la résistance, là. Et donc, vous voyez comment il a attaché de l'importance pour donner un mandat à Malraux de transmettre son message et son souvenir très, très aigu, très émouvant de sa réception au Québec et à Montréal en particulier. Alors, j'ai été dans les grandes lignes. Il y a un livre que vous pouvez acheter en France qui est De Gaulle et la Révolution tranquille. Et puis au Québec, c'est De Gaulle, les 75 déclarations qui ont marqué le Québec. Je vous remercie de votre attention. Alors, Roger Barrette nous a parlé de Gaulle et le Québec. Et plus modestement, moi, je vais vous parler de Gaulle et l'Auvergne. Avec un parallèle, on verra ça en fin d'exposé, qui vaut quand même le coup. On va voir ça. De Gaulle et l'Auvergne,
au début, les premières rencontres de Gaulle et l'Auvergne, c'est plutôt difficile, puisque la première rencontre, vraiment le premier séjour qu'il fait en Auvergne, par la suite, blessure qu'il a lors du premier conflit mondial. Et puis son deuxième contact, ça sera en 1940, avec une cour de justice qui l'a un petit peu choqué tout de même. On va revoir ça. Voilà, alors là, bon, très rapidement, la carrière de De Gaulle, est un militaire, bon, on le sait, on va passer assez rapidement là-dessus, et qui va avoir son premier commandement au 33e régiment d'infanterie à Arras et sera dans les combats dès 1914 en tant que lieutenant, deviendra capitaine, sera blessé une première fois dans des combats près du village de Ménil-les Hurlus, hein, dans la Marne, et il va faire sa convalescence au Mont d'Or, donc en Auvergne. Vous savez, tous ces hôpitaux temporaires de l'arrière. Et De Gaulle a un premier contact avec l'Auvergne, qui est celui de la guérison de sa blessure, qu'il a une blessure à la main. De Gaulle ensuite sera blessé une deuxième fois et fait prisonnier en même temps. Ça, c'était au pied du village, enfin, ce qui restait du village de Douaumont. Nous sommes le 2 mars 1916. Il sera prisonnier de guerre. Il va essayer de s'évader 5 fois, enfin, il fera 5 tentatives d'évasion. Et il va de ce fait être mis en prison extrêmement surveillée, au cachot. Il a hérité de 200 jours de prison, mais il ne réussira pas à s'évader. On le voit ici au milieu de cette assemblée, hein, la popote, où il est en train de distribuer l'ordinaire. La suite. Après la guerre, il est envoyé comme officier observateur en Pologne. Nous sommes en 1919. On voit ici qu'il est à côté d'un officier polonais qu'on reconnaît très bien avec son chapeau. Et il revient en France en 1922. Il va être nommé cette fois à l'école de Saint-Cyr. Il va être chargé de cours d'histoire à l'école de Saint-Cyr. On sait qu'il est un lettré et un passionné d'histoire. Et il va être admis ensuite à l'école supérieure de guerre. C'est à la suite de ce passage à l'école supérieure de guerre qu'il sera nommé au commandement d'un bataillon de chasseurs et occupé, et qu'ensuite il sera nommé à l'état-major des troupes françaises à Beyrouth. Alors on peut continuer. Ici, lorsqu'il est sorti professeur à Saint-Cyr, puis ensuite il passe à l'école de guerre, sur la photo de gauche, ici, on voit De Gaulle qui est en clair, on le voit de profil, et à l'arrière, le général qui est à l'arrière, c'est Pétain. Continue. De Gaulle, théoricien de la guerre, ça c'est connu, la discorde chez les mines, le fil de l'épée, l'armée de métier, tout ce qui aurait dû influencer les états-majors de l'armée et les politiques, mais qui malheureusement n'auront pas le poids qu'il avait escompté. On continue. De Gaulle qui va se retrouver en 1940 au commandement du 507e régiment de chars de combat. Et rapidement, on lui donne, voici le président Lebrun, qui va lui donner aussi le commandement de la 4e division cuirassée, avec ces fameux chars ici, Renault. Avec cette division cuirassée, il va se battre héroïquement. Il va essayer de contraindre l'avancée allemande, notamment ce sont les batailles d'Abbeville. Et il va, les batailles de Montcornet et d'Abbeville, mais malheureusement, devant la force des Stuka et la force de l'armée allemande, il sera obligé aussi de battre en retraite. Il est appelé alors à Paris. Et le 5 juin 1940, il intègre le dernier gouvernement de Paul Reynaud. On le voit ici à l'arrière, il est sous-secrétaire d'État à la guerre. Devant lui, un quasi-auvergnat, puisqu'il est de Neuvic-Dussel, c'est Henri Queuille, qui est juste devant lui, qui ne fera pas partie de ceux qui le soutiendront. Il restera très neutre lorsque De Gaulle va partir à Londres un peu plus tard. Mais Queuille rejoindra De Gaulle en 1943 et intégrera le Comité français de libération nationale. Les gouvernements se succèdent, n'est-ce pas? C'est l'entrée de Pétain aussi dans ce cabinet Reynaud. Et puis, c'est l'appel à cesser le combat de Pétain.
Et évidemment, nous sommes le mardi 18 juin 1940. Regardez bien le titre de ce journal de la Petite Gironde. Et ça correspond bien sûr à ce que De Gaulle va faire. Alors, le gouvernement de l'époque avec Pétain, on reconnaît, on parle de l'Auvergne, évidemment, sur la droite de Pétain, vous avez tous reconnu un Auvergnat qui est M. Laval, qui va jouer un rôle évidemment de plus en plus important et tragique. De Gaulle, lui, évidemment, est parti à Londres. Toute cette histoire de cette envolée de Bordeaux vers Londres, avec des fonds secrets que Paul Reynaud lui donne discrètement. Et puis, c'est cet appel à la BBC, le 18 juin 1940, un appel qui va être enregistré à 18 heures, annoncé à 20 heures, diffusé à 22 heures, et qui sera rediffusé plus tard, 4 heures plus tard, par la BBC, pardon, publié aussi dans des journaux français. Il sera même publié dans les journaux français le lendemain, ça ne va pas durer. Et c'est le fameux appel de Gaulle à la résistance du 18 juin 1940 que nous célébrons, que nous commémorons aujourd'hui. C'est le soutien de Winston Churchill, bien sûr, et c'est l'arrivée des premiers Français libres qui vont former les forces françaises libres à Londres. Ici, une compagnie de légionnaires qui revenaient de Narvik et qui vont être parmi les premières troupes qui vont se mettre au service de Gaulle en Angleterre. Et la réaction de Vichy ne se fait pas attendre. Ici, vous avez une assignation à revenir en France et à se constituer prisonnier. C'est la partie dactylographiée qui est sur la gauche. Et sur la droite, De Gaulle qui répond que je vous retourne votre document parce que cela ne m'oblige en rien et je n'ai rien à faire quoi, de ce document, bien entendu, signé Général De Gaulle. On le disait, dans le communiqué officiel, on expliquait qu'il était général même à titre temporaire et qu'il devait se mettre sous les ordres du gouvernement, etc., etc. Le gouvernement de Vichy, ici bien illustré, avec le maréchal et Pierre Laval. Non, c'est pas Laval, ça. L'Assemblée de Vichy, les fameux congrès des parlementaires de Vichy, qui vont voter les fameuses lois de juillet 1940, abroger la République, et qui vont entériner la proscription de Gaulle par la suite, puisqu'on va avoir ça. La suite. Voici une première décision qui est celle du tribunal de Toulouse et qui va être validée ensuite par un tribunal militaire à Clermont-Ferrand qui condamne De Gaulle, qui le condamne pour entretien d'intelligence avec une puissance étrangère, avec des allocutions radiodiffusées de nature à provoquer des agissements nuisibles à la France, des provocations militaires, etc., etc. Il est accusé de désertion, bien sûr, aussi. Ce qui est très intéressant, c'est que parmi les 7 généraux qui vont condamner De Gaulle, il y en a 4 qui vont quand même avoir un destin un peu particulier par rapport à l'action de Gaulle. Le général Frère, bien entendu, qui est connu, qui va devenir le chef d'organisation de résistance dans l'armée, qui sera arrêté, déporté, meurt en déportation. Le général de la Laurencie, dont on reparlera un peu plus tard, qui était du Bourbonnais, et qui va être lui aussi, va avoir des soucis par la suite, va changer d'avis, si je puis dire. Il sera même à un moment un des candidats à la succession de Charles de Gaulle quand les Américains chercheront un autre officier qui chercheront à se débarrasser de lui, l'affaire Giraud et compagnie. Et puis, le général Jean-Marie Etcheperi Garay, qui était basque, comme son nom l'indique, qui lui va aussi évoluer considérablement, puisqu'il va mécontenter fortement par ses positions politiques le gouvernement de Vichy, et il sera mis en arrestation, il sera déporté de 1944 à 1945. Et enfin, le général de la Porte du Teil, que l'on a bien connu pendant la guerre en Auvergne, puisque le général de la Porte du Teil commandait les chantiers de jeunesse. Son état-major était à Châtel-Guyon. Général de la Porte du Teil, qui lui aussi sera déporté
hein, et reviendra quand même aussi des camps. Ici, une image également intéressante qui est prise en Auvergne. Alors, dans la cour d'une caserne, est-ce que c'est le 92, le quartier d'Assas ou le quartier de Zé? Je ne sais pas. Mais vous avez le troisième personnage à droite, je ne sais pas si vous le reconnaissez, c'est un jeune général, c'est Delade de Tassigny. C'est Delade de Tassigny. Curieusement, le premier tribunal militaire qui a condamné De Gaulle, c'est les sept, je vous ai parlé tout à l'heure, les quatre dont je vous ai parlé, était à Toulouse. C'était la 12e région militaire qui était sous le commandement du général Delattre à l'époque. Voilà, c'est amusant de constater ces croisements de destin à travers l'histoire. Mais c'est donc bien la cour martiale de Clermont qui condamne De Gaulle à mort pour trahison, qui va le priver de ses biens. Évidemment, une condamnation qui sera annulée après la libération. Voilà, ça c'est son jugement. On passe. Le comité français de libération qui est installé à Londres, pardon. On va continuer, on en a parlé tout à l'heure. La résistance, je vais passer sur la guerre. La résistance, Jean Moulin. Moulin, bien évidemment, ce préfet qui va unir les mouvements de résistance à l'intérieur. Et puis, on avance dans le temps, on arrive en 1943, 44, et on a le gouvernement provisoire, le GPRF, qui s'installe à Alger. On reconnaît notamment à droite Couve de Murville, hein, qui fera une belle carrière, et De Gaulle qui est sur la droite. On continue. De Gaulle, on a parlé tout à l'heure, qui débarque à Courseulles. Courseulles qui effectivement a été libéré par les troupes canadiennes en juin 1944. Et on en avait échangé avec Roger Barrette sur ce sujet-là. C'est vrai que les Canadiens ont gardé des liens très très forts avec la Normandie, et il y a toujours ces liens très forts entre les régiments même actuels qui existent au Canada et ces heures de gloire passées et de souffrance en Normandie. Ça, c'est le texte brouillon, enfin brouillon, le texte, oui, au brouillon, parce que De Gaulle biffait et raturait ses discours. C'est l'annonce du débarquement, la bataille suprême est engagée. On continue. C'est la libération de Paris. Là, évidemment, on trouve Leclerc. On continue. La libération de Paris, on passe. Je pense que On j'y va suis retrouver venu. l'Auvergne. Voilà. Là, ici, un personnage qui va compter beaucoup pour De Gaulle, même si sur la fin, ils auront quelques dissensions entre eux. Est-ce que vous le reconnaissez, ce personnage? Pompidou. C'est Georges Pompidou, bravo. Georges Pompidou, et sur la photo de gauche, son ami africain derrière, Ah, Senghor, Senghor. bien évidemment. Léopold Sédar Senghor. Pompidou qui est auvergnat, tout le monde le sait. Pompidou qui va se mettre au service de Gaulle au moment de la libération de Paris. C'est un professeur de lettres, vous le savez, c'est quelqu'un de très, très intellectuel qui a fait son action comme militaire pendant la guerre. Il était sergent au 92e régiment d'infanterie quand même, Georges Pompidou, il a été sergent. Et, il est démobilisé, et pendant la guerre, il reste à Paris en grande partie, très discret. Mais à la libération, il veut se rendre utile. Il n'a pas fait d'acte héroïque, de résistance, il veut se rendre utile. Et par une connaissance, il se fait approcher il approche De Gaulle, et De Gaulle en fait son secrétaire. Alors, c'est déjà une histoire qui commence. De Gaulle et le premier gouvernement qu'il préside à titre provisoire, un gouvernement alors d'union avec les différents partis politiques de cette époque-là. Mais vous savez alors que ça ne va pas durer très longtemps, mais en attendant, il a la légitimité, cette fois, qui n'est contredite par personne, de diriger le pays, et il souhaite visiter ce pays. Montrer, ça c'est aussi l'histoire qui le tient, parce que dans des périodes de troubles, les Français se rassurent en voyant le chef
On peut penser au grand tour qu'avaient fait Charles IX et Catherine en France au XVIe siècle, au moment des guerres de religion. Et là, on a un peu cet aspect-là chez De Gaulle, c'est de dire, je vais voir les Français. Les Français, il faut les rassurer, il faut qu'ils me voient, il faut que je les voie. Et il faut aussi que je les entende, que je les comprenne. Et De Gaulle va sillonner la France dans cette période de 1945-46. Et ici, il est à Clermont. Et il est à Clermont avec le sultan du Maroc, que vous avez sur la gauche. Et ce sultan du Maroc, la présence du sultan du Maroc dans le voyage en Auvergne peut paraître un peu surprenant. On voit en autre photo. Là, il est en train de saluer la foule, saluer des déportés, saluer des blessés de guerre, doucement, des blessés de guerre. Et on est court-sablon, là. Je sais pas, on n'a pas franchement reconnu, mais on est court-sablon. Et la foule est énorme, évidemment, pour accueillir De Gaulle et le saluer et l'ovationner. On continue. Et il visite les usines Michelin. Il les visitera un peu plus tard une seconde fois. Et là, vous avez des journaux de cette époque-là, donc où on a la relation de la visite chez Michelin du général de Gaulle. Michelin, c'est symbolique. Pourquoi? Parce que il faut que l'industrie redémarre, bien évidemment. Donc, Michelin, c'est quelque chose d'important. Et puis politiquement, Michelin aussi, c'est quelque chose d'important pour De Gaulle, puisque la famille Michelin a été extrêmement touchée pendant la Seconde Guerre mondiale, avec les arrestations et de la déportation des membres de membres de la famille Michelin. Et il y a tout cet aspect, c'est pas un hasard aussi s'il vient chez Michelin. Et les usines ont été bombardées. Enfin, il y a eu tous ces événements-là. On pourrait en dire beaucoup. Alors, il continue son parcours. Il va jusqu'à Issoire, toujours avec le sultan du Maroc, Mohamed V, avec une foule toujours énorme. Regardez la foule toujours qui est toujours là. Continue. Suivant. Voilà, avec voiture décapotable, etc. Et, et sur la gauche, regardez, vous avez le sultan, vous avez quelqu'un qui se gratte l'épaule, et puis à côté de ce quelqu'un, vous avez un jeune avec des lunettes fumées. C'est Le roi actuel. de, de Mohamed VI, c'est-à-dire Hassan II, le jeune Hassan II, qui était présent avec son père. Voilà. Là, c'était à la mairie d'Issoire. Voilà, alors toujours la foule, regardez la foule aux fenêtres partout, c'est phénoménal. Et puis, bien sûr, c'est le divorce, je vais dire, entre l'Assemblée et les partis politiques d'une manière générale et De Gaulle. De Gaulle s'en va, quitte sa place, mais va relever le gant de la politique, puisqu'il crée au 1900, début 1948 le Rassemblement du peuple français, le fameux RPF. Et là, ça va lui permettre de faire une nouvelle fois des visites de la France. Et là, il va s'appuyer principalement pour ses visites en France sur ces réseaux de résistance, bien évidemment, réseaux amicaux, et il va venir évidemment en Auvergne, il va venir en particulier dans le département de l'Allier, on le verra plusieurs fois. Il va venir ici à Moulins le 12 juin 1948 et ensuite à Montluçon. Il s'arrête, il séjourne à Avrilly en 1949. Le 3 juin 1950, il va revenir cette fois dans l'Allier et dans le Puy-de-Dôme. Il est accueilli notamment à Brouvernay, chez la fille du colonel de la Laurencie, la sœur du général de la Laurencie qu'il avait jugé et qui, elle, était une résistante. Voilà, ça c'est chassé-croisé de l'histoire, assez extraordinaire. Le général de Gaulle donc va être reçu au château du Verger, qui était leur propriété à Montvernet. Et c'est des réceptions de cadres et de militants du RPF à chaque fois que c'est organisé. Mais il fait en sorte d'être reçu à chaque fois chez des amis et de pas faire de dépenses. On ne loue pas des grandes salles. Évidemment, on n'a pas de grands panneaux 4x3 comme on peut avoir dans nos campagnes politiques actuelles. Et il est reçu de façon la plus simple possible et la moins dépensière possible.
Euh, il sera reçu également à Meillot. Je ne sais pas si vous connaissez le petit village de Meillot, vers Issoire, chez la famille d'Anglade. On reparlera du général d'Anglade aussi tout à l'heure. Et puis, il va... Il est parti. Voilà, c'est reparti. On va le trouver à Clermont-Ferrand le 2 et 3 juin 1951, là aussi pour des réunions politiques. Et il va revenir curieusement à Vichy pour la première fois, je pense, de sa vie, qui vient à Vichy le 6 mai 1956 pour présider le congrès des anciens déportés de Dachau qui avait lieu à Vichy. Il avait accepté de venir à Vichy. Il va y revenir un peu plus loin. Alors là, on a des photos de ses amis les plus proches, hein, les hommes du RPF, Lefranc, Guichard, Colel, Rémy, Debray, bien évidemment, Chaban-Delmas, Paleski. On continue. Voilà, le château de Langlade à Meillot, qui était à l'étape du 3 juin 1950. François Giraud de Langlade, officier de la France libre en Extrême-Orient, nommé en août 1944 délégué pour l'Extrême-Orient du gouvernement provisoire de la France libre à Calcutta. Un personnage tout à fait exceptionnel. Et puis le général, on continue. Voilà, le général de Langlade, qui lui avait fait la campagne d'Italie et la première armée, et avec son véhicule de commandement, sa Jeep de commandement, qui s'appelait la Cousse d'Issoire. Voilà, on ne peut pas faire plus auvergnat. Continue. Paul Giraud de Langlade, que l'on voit ici en compagnie de Leclerc, voilà, et puis qu'on va voir en grand uniforme aussi à droite. Le RPF, bon, une carte ici de membres du RPF, continue. Le RPF avec un déplacement à Roya ici en 1950 avec le colonel de Bonneval qui était son aide de camp que vous voyez sur la gauche, Bonneval de la Roche qui était une famille originaire du Berry mais dont les ancêtres avaient fait leurs études à l'école royale militaire d'Effiat. Je te saluais en passant. Donc il avait un petit côté aussi, connaissait l'Auvergne. Et sur la droite, vous avez la salle de réunion du Majestic où De Gaulle a été reçu à Roya. On continue. Voilà, alors il y avait aussi du monde dans cette salle du Majestic. On continue. Et puis, c'est l'échec du RPR, c'est le retrait à Colombey, ce qu'on a appelé la traversée du désert pour De Gaulle. Et c'est le moment où il s'occupe de la fondation, enfin, il l'avait précédemment, il s'en était précédemment occupé, mais un peu plus, cette fondation Anne de Gaulle, par rapport à sa fille, vous savez, qui était handicapée. Et là, il y a un personnage qui a joué un rôle extrêmement important, c'est Pompidou, parce que c'est Georges Pompidou qui a organisé cette fondation. Et ça avait créé un lien, évidemment, très fort pour les deux hommes. Et puis, ce sont les événements politiques, évidemment, c'est 1958, c'est Alger. On continue, c'est le retour au pouvoir. De Gaulle qui rencontre le dernier président de la 4e République. Il a eu une phrase extraordinaire ce jour-là. Il n'y avait pour qu'il y ait un ouais, vous êtes le chef de l'État, enfin, je ne sais plus comment c'était, vous êtes le chef de l'État, mais avant pour qu'il y ait eu un chef d'État il aurait fallu qu'il y ait un État et un chef. Il avait raconté De Gaulle, je ne sais plus exactement la formule. Voilà, De Gaulle président. On continue. Et De Gaulle qui va reprendre aussi ses voyages en France. Ses voyages en France, et il va revenir en Auvergne. Ici, nous sommes à Montluçon. On va le retrouver visitant les usines Dunlop. On continue. Voilà, ça. Alors après Michelin, évidemment, on a en avril 59 Dunlop pour Montluçon. Toujours beaucoup de monde. Voilà. Toujours des bains de foule. Il retourne à Vichy le 18 avril 1959, où là, il va avoir une parole assez particulière, parce que le maire, M. Coulon, qui était député maire de Vichy, l'accueille en lui disant que le dernier président de la République à venir ici, c'était le président Lebrun, et dans quelles circonstances aussi. Et De Gaulle lui dit vous avez évoqué la visite du président Lebrun, du fait que je me trouve à Vichy, je ne peux m'empêcher de penser que ma présence ici a un caractère un peu particulier en raison des événements de naguère et que vous savez, c'est pourquoi je suis particulièrement heureux d'être dans cette ville aujourd'hui.
Voilà. Alors, Vichy, bain de foule à Vichy, et puis grand séjour en Auvergne. Et il part par le train et en voiture. Ici, il arrive à la gare d'Aurillac le 5 juin 1959. Alors, on va voir la suite. Allez-y, allez-y. Voilà, alors ça, il s'arrête à Murat. Là, le passage dans le Cantal, ben, vous comprenez pourquoi. Le passage dans le Cantal, c'est aussi le salut à la résistance auvergnate, bien sûr. Et c'est le Montmouchet. Il le fait très rapidement, ce voyage de 3 jours en Auvergne, dès le mois de juin 1959, où il va se servir de ce voyage pour évidemment prendre des bains de foule, pour bien évidemment évoquer la résistance au Montmouchet, on va y revenir, mais il va aussi évoquer les événements d'Algérie. Et il y aura, oui, ça c'est un laissez-passer, allez-y, continuez pour cette époque-là. Là, c'est Émile Coulodon, colonel Gaspard, qui accueille le général de Gaulle au Montmouchet. Allez-y, on va terminer avec le Montmouchet. Voilà, le monument au Montmouchet. Et revenez, s'il vous plaît. Et ce qu'il a déclaré, de Gaulle, lors de son discours au monument, il s'est passé ici un épisode trop méconnu, mais très héroïque de la résistance française. Bon, voilà, le 6 juin 1959 au Montmouchet. Oui, il s'est arrêté. Alors, il est allé jusqu'au puits. Vous voyez, sur les places la foule est immense, immense à chaque fois. Continuez. Voilà, ça c'est le discours de Brioude. Et là, il va s'arrêter à Lande. Il y a une autre photo, allez-y. Voilà, il est reçu à Lande, au retour sur Clermont. Et là, il y a une délégation de mineurs. Vous voyez les casques à gauche, des mineurs de Brassac, hein, du bassin de Brassac-les-Mines, qui viennent saluer De Gaulle. Regardez le personnage qu'il y a derrière De Gaulle. Est-ce que vous le reconnaissez? Valéry Giscard d'Estaing, tout à fait. Jeune élu, député du Puy-de-Dôme, qui vient aussi accueillir De Gaulle. Et là, une étape un peu curieuse, il s'est arrêté à Nebouza. Alors, je ne suis pas sûr qu'à Québec, vous connaissiez le village de Nebouza, parce que c'est quand même pas très grand. C'est pas très loin de Clermont, mais c'était dans la circonscription électorale du conseiller général Valéry Giscard d'Estaing, qui, je ne sais pas, il voulait lui faire voir le terroir, l'Auvergne profonde, je n'en sais rien. Il a été accueilli ici, c'est très amusant, par des bergers et un groupe folklorique. Je crois qu'il y a d'autres photos, on va voir ça. Voilà, vous voyez les bergers en houppelande sur la gauche, le groupe folklorique. Et ce qu'il y a eu de très folklorique, c'est qu'on lui a offert un agneau vivant, bien évidemment. Donc, oui, oui. Donc, il a fallu qu'il reparte avec un agneau. Enfin, il y a un moment un peu curieux. Et alors, ce qui était très, très intéressant aussi, c'est que lors de cette halte, qui était très différente des autres haltes, évidemment, qu'il avait pu faire, il a fait un discours, bien évidemment. Et Valéry Giscard d'Estaing, à cette époque-là, était jeune secrétaire d'État aux Finances. Il était conseiller général de Rochefort-Montagne. Et De Gaulle a dit de lui, voici un enfant de chez vous qui donne à la République pleine et entière satisfaction. Non, ça doit être prémonitoire. Voilà. Et il a également tenu à dire, j'ai tenu à venir dans vos Oui, montagnes, voir ceux qui travaillent, oui, mais voir ceux qui finalement, on l'aura cultivent. pas en anglais. Alors, à demain. Et je suis en Réclame. j'écoute une vidéo sur De Gaulle, là. Fermez votre micro, madame. Voilà. Merci. Voir J'ai ceux eu qui une erreur. cultivent, clame Charles de Gaulle de savoir rocailleuse. J'ai été réconforté par tout ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. Je vous redis ma confiance dans l'avenir de notre pays, qui joint le souci de la modernité au respect de nos traditions. Parce qu'en fait, encore une fois, visiter les usines Michelin, cette fois, hein, une deuxième fois. Et là, il fait la synthèse entre le pays agricole assez traditionnel et puis l'industrie. Le lendemain, le 7 juin, après avoir assisté à la messe à Notre-Dame-du-Port, il s'arrête à Lezoux, puis à Thiers, avant de gagner la Loire. Alors là, on a une prise d'armes qui a eu lieu. Alors pour les gens de Clermont, revenez, pour les gens de Clermont, le restaurant de l'agriculture, je ne sais pas si vous vous en souvenez, voilà, en face de l'entrée de la préfecture, côté jardin, au-dessus des arcades.
Aujourd'hui, je crois que ça s'appelle le dérailleur. Voilà. Et il y a eu une prise d'armes à ce moment-là. C'est amusant de retrouver cette photo. On continue. De Gaulle également, là, dans une cour aussi d'un quartier, je pense que c'est aussi au 92. Ici, il félicite l'athlète clermontois Jean Pelez, dont le nom est connu maintenant à Clermont avec le fameux centre d'entraînement. Et puis, on a VGE, qui est secrétaire d'État aux Finances, qui va devenir secrétaire d'État aux Finances avec dans le gouvernement de Michel Debré. Et là, on a l'évocation par Jacques Santamaria, le journaliste auvergnat, qui se rappelle, donc, le 7 juin 1959, j'avais 8 ans. Après une procédure très compliquée, j'avais été désigné, moi, une petite camarade dont j'étais bien entendu très amoureux, pour offrir un cadeau en général et à Madame de Gaulle. Et de rajouter avec humour, ça m'a permis aujourd'hui de dire, moi, le général de Gaulle m'a embrassé. Voilà, il s'était arrêté. Parce que ce qui est phénoménal avec de Gaulle, c'est qu'il y avait évidemment le programme officiel. Mais quand il voyait des foules comme ça qui étaient au bord de la route, bon, il ne pouvait pas s'empêcher de s'arrêter et puis de voilà. Il y avait un échange très, très, très simple et très populaire en même temps. Voilà, il s'arrêtait à Chabreloche aussi, il visitait un atelier de coutelier. Enfin, il s'arrêtait tout le temps, quoi. C'est un peu fou. On continue parce qu'il faut que je tienne le temps. Il a fait passer un passage rapide sur les confins de l'Auvergne ici par Langogne, Pradelles, Saint-Étienne. Bon, on le voit toujours des bains de foule, quel que soit. Et puis, il va y avoir un événement important, c'est l'exercice Azaz en 1962. Des manœuvres énormes. Et là, c'est politique et militaire, bien évidemment. L'indépendance de l'Algérie est actée, bien évidemment. Il faut redonner confiance à l'armée. Et redonner confiance à l'armée, lui redonner un nouvel objectif, c'est celui de défendre le pays. D'où ces manœuvres énormes, les manœuvres Azaz. Bon, le chevalier d'Azaz, hein, à moi Auvergne, voici l'ennemi, c'est pas un hasard non plus si on a choisi ce nom-là, et qui va mobiliser quelques 18 000 hommes en manœuvre en manœuvre, bon, en manœuvre sur l'Auvergne et sur le Limousin. Alors on continue, vous allez voir, c'est assez extraordinaire. Ça, c'est la gare de la Courtine, le fameux camp de la Courtine. Allez-y. Voilà, donc revue des troupes à la Courtine, octobre 1962. Et alors là, il y a les hélicoptères, il y a les avions, il y a l'artillerie, il y a tout. Tout l'est du Puy-de-Dôme est en guerre, si je puis dire. Vous allez voir des choses impressionnantes. On continue. Les bleus contre les rouges, bien sûr, c'est toujours classique. Le général de Gaulle à la Courtine, les chars d'assaut. Et puis, sur la fin des manœuvres, regardez à droite, la place de Jaude. On est au mois d'octobre, il y a un peu de brume, mais vous allez voir qu'elle va se remplir, cette place de Jaude. Allez-y. Voilà. Vous y étiez, c'est vrai? Regardez, 6 000 hommes de troupes, place de Jaude. Je ne sais pas si vous imaginez, 6 000 hommes de troupes qui défilent. Engins blindés de reconnaissance, etc. Une foule évidemment énorme. On reconnaît bien ici l'endroit au pied du théâtre. Voilà, vous pouvez y aller. Voilà, enfin, c'est impressionnant d'avoir autant de troupes. Voilà, vous vous rendez compte? Je pense qu'il y a très longtemps qu'il n'y avait pas eu un défilé comme ça et c'est pas encore demain qu'on en aura. Voilà, et puis de Gaulle, eh ben, devant la banque, vous y reconnaissez bien l'endroit ici, hein, au début de la rue Blatin, qui évidemment, comme d'habitude, salue la foule. De Gaulle, président de la République, bien sûr, avec ses fameuses conférences. Ces fameuses conférences et puis un changement de Premier ministre avec Georges Pompidou, qui devient son Premier ministre et qui le suit aussi dans ses déplacements. Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing qui en 1967 se lance avec les Républicains indépendants et la fameuse politique du oui mais, oui soutien à De Gaulle, mais, etc. Encore deux Auvergnats bon, qui sont dans la suite de Gaulle et qui vont prendre la suite. On continue. Et il n'est pas auvergnat, il est corrézien, mais il n'est pas loin. Voilà, vous l'avez reconnu au milieu. Hein, Jacques Chirac, qui était aussi proche de Georges Pompidou. Monsieur Séguy au premier temps. Là, on est en 1968. Vous savez, c'était les accords de Matignon.
parce que nous sommes en mai 68. Il y a tous les événements de mai 68 pour la démission de De Gaulle et la réaction organisée pour la contre-manifestation et que vous avez à droite, De Gaulle, je reste, je garde Pompidou, et il garde Pompidou, puisque vous savez, il y a toute cette histoire où De Gaulle avait un peu disparu à un moment, qu'il était le voir Massu, et c'est Pompidou qui était resté aux commandes et qui a, si je puis dire, fait face aux événements et réglé ces événements. Voilà, et là, on a cette photo qui est assez curieuse parce que nous sommes en 1969. Alors, je ne sais pas si c'est avant ou si la décision du référendum de Gaulle est prise ou pas, mais on voit la tension, enfin, l'image est assez parlante de ces deux hommes qui commencent à se repousser, quoi. Puisque Pompidou va se déclarer candidat avant toute chose, je puis dire, ce qui ne va pas du tout plaire à De Gaulle. De Gaulle, c'est le référendum qui lui est contraire et il s'était obligé, vous le savez bien, à démissionner. C'est le voyage en Irlande, c'est tout ça. C'est Pompidou aux affaires. C'est Valéry Giscard d'Estaing qui devient ministre des Finances. Chirac qui est dans l'ombre, qui attend son tour. C'est la mort de Gaulle en novembre 1970. C'est ce rapprochement toujours entre Pompidou et Giscard. Et puis voilà, pour terminer. Alors, j'ai mis cette photo parce qu'effectivement, on a les trois présidents de la République qui vont se suivre. De Gaulle, Pompidou et Giscard. On a évoqué donc, enfin j'ai évoqué, c'était un petit peu un clin d'œil, rappeler un peu le parcours de Gaulle et les rapports qu'il pouvait avoir avec l'Auvergne et les Auvergnats, bien évidemment. Euh, je dirais que dans, dans ce parallèle que nous avons fait aujourd'hui entre De Gaulle et le Québec et De Gaulle et l'Auvergne, il y a un parallèle parce que, et c'est tout à fait gaullien, ce que nous a dit Roger Barrette tout à l'heure sur ces prises de parole de Gaulle à Québec, eh bien, c'était une réflexion sur tous ceux qui se sont battus pour rester ce qu'ils étaient, pour garder leur culture, leurs valeurs. Euh, c'est le parallèle entre la résistance française et, j'allais dire, la résistance des Canadiens français aussi. Voilà. Et eh bien, écoutez, nos deux discours se rejoignent là, hein, je crois. C'est la pensée de Gaulle et la notion de résistance. Merci beaucoup.